le désespoir a envahi nos jeunes. Sur tous les écriteils des médias, dans tous les journaux, vous entendez le nombre de pirogues qui arrivent heureusement et vous lisez le décombre macabre des jeunes Sénégalais, des jeunes Africains qui sont en train de braver la mer à la quête d'un avenir meilleur. Nous, hommes politiques, nous avons le don de la politique de l'autruche. Nous ferons quelques tweets, quelques messages pour nous en émouvoir, pour nous en désoler, alors que nous ne donnons pas un cap véritable à cette jeunesse. Et pourtant, je le dis pour les Sénégalais d'ici, et surtout ceux de la diaspora qui sont témoins de ce que je dis, et pourtant quand vous allez dans les fabriques, dans les usines en Turquie, en Italie, en Chine, en France, partout, dans les confections, dans les bijouteries, dans la haute couture, dans les chaussures, dans le bois, ce sont de vaillants jeunes Sénégalais qui ont appris leur métier ici au Sénégal et qui sont partis et qui sont en train d'enrichir les autres continents. Or, il était possible de leur donner un meilleur avenir chez eux. Et au nom de ça, nous devons tous nous engager. Nous devons nous engager d'abord pour que nos frères et sœurs qui aujourd'hui sont appelés diaspora sénégalaise et qui sont en train de nourrir plein de familles, qui sont en train de participer à l'essor économique, à la solidarité sociale sénégalaise. Nous devons nous battre pour que cette diaspora continue d'avoir le cordon ombilical avec notre pays. Et pour ça, Dieu sait que c'est facile. Qu'est-ce qu'ils nous demandent? Ils nous demandent un lien avec leur pays. Ils nous demandent d'être là pour eux quand ils ont besoin de formalités administratives. Ce n'est pas normal qu'un Sénégalais qui vit au Brésil, en Italie ou en France doive courir pour avoir ne serait-ce qu'une copie de sa pièce d'identité, ne serait-ce que la copie de son passeport. Ce n'est pas normal. Nous sommes dans un monde connecté. Nous devons pouvoir fournir une plateforme à la diaspora sénégalaise pour que partout où il se trouve, le fils du Sénégal qui a besoin de l'État du Sénégal puisse en un clic déposer ses formalités et avoir la requête qu'il faut pour la production de ces documents. Vous savez que parfois ils vivent dans la détresse quand ils perdent un des leurs, j'allais dire un des nôtres. Oui, il arrive qu'un fils du Sénégal meure et qu'on doit faire une quête pour pouvoir ramener le corps au Sénégal. Et la responsabilité de l'État est d'être là pour ces Sénégalais-là. Qu'est-ce qu'elle nous demande d'autre, la diaspora sénégalaise, en dehors de cette présence? C'est de pouvoir créer un lien. Mais ils sont abusés, ils sont bernés tous les jours à la quête d'un toit, parce que le retour est toujours dans leur tête. Mais pourquoi nous n'organisons pas les conditions pour leur accès digne au foncier, à charge pour eux-mêmes de se battre pour construire si on ne peut pas construire pour eux? Qu'est-ce qu'ils nous demandent, nos frères et sœurs de la diaspora? Ils nous demandent que quand ils ont des opportunités dans le cadre de l'exercice de leur mission dans ces pays-là, quand ils ont une opportunité à amener au Sénégal, qu'on leur donne le link pour pouvoir le faire. Mais voilà ce que nous devons faire pour eux. Ils ne demandent pas plus, ils demandent d'être Sénégalais alors qu'ils sont en train de servir le Sénégal ailleurs. Et ce Sénégal nouveau-là, nous devons le construire avec eux. Nous devons construire le Sénégal nouveau avec nos agriculteurs, avec nos éleveurs, avec nos pêcheurs. Nous sommes un pays côtier où la pêche devait être un formidable outil de développement. Mais nous avons ce paradoxe dans notre pays, pour l'agriculture, l'élevage et la pêche, d'appeler nos pêcheurs des artisanaux, nos agriculteurs des extensifs, et nos éleveurs des extensifs et nos agriculteurs des paysans. Parce que nous ne les mettons pas dans le champ de la modernité. Et pourtant, d'autres Sénégalais se battent et réussissent et gagnent énormément d'argent dans l'agriculture, la pêche ou l'élevage. Mais pourquoi la grande masse, elle qu'on connaît comme existentiellement agricultrice, éleveurs et pêcheurs, comment ces personnes-là
ne doivent pas aujourd'hui trouver un cadre d'expression qui puisse les lier avec le vrai Sénégal. Battons-nous pour que les licences de pêche reviennent aux pêcheurs artisanaux. Accompagnons-les pour avoir des bateaux. Et après, eux, ils se débrouilleront pour faire de la pêche un outil de développement pour notre pays. Accompagnons-les pour avoir des instruments de stockage. Accompagnons-les pour les transferts de technologie quand il le faudra. Accompagnons-les parce que c'est eux qui connaissent la pêche, c'est eux qui doivent faire la pisciculture. Et donc c'est sur eux qu'il faut miser pour que tous les métiers connexes de la pêche puissent être exercés par des pêcheurs, des vrais. Nos éleveurs, au nom de cette supposée tradition fataliste, nous dit-on, nos éleveurs sont encore dans ce type d'élevage de survie. Une belle expérience, et je loue d'ailleurs le président Macky Sall pour cette belle trouvaille avec le ranch de Doli. Une belle expérience comme le ranch de Doli doit être dupliquée chez moi à Kolda, parce que je suis la deuxième région d'élevage du Sénégal. Osons mettre des ranchs de Doli partout où il y a de l'élevage au Sénégal. Ça permet de créer des micro-mondes économiques intégrés où après nous développons les métiers connexes à l'élevage. Parce que nous pouvons derrière avoir de la tannerie, nous créer de nouveaux métiers. Mais que la pêche devienne un outil de développement, il est paradoxal que notre pays continue d'importer du lait. Il est paradoxal qu'on ne mette pas en exergue la pertinence de chaque jeune Sénégalais, de chaque chef de famille sénégalais qui se bat pour mettre au toit de sa maison ou parfois dans la cour de sa maison quelques moutons et qui en survit. Pourquoi nous ne promouvrons pas demain l'agriculture périurbaine, l'élevage périurbain? Parce que ça se fait. Il faut qu'on se batte résolument pour que ceux-là qui sont en train de voir comment s'en sortir avec ces moutons à côté ou ces chèvres ou ces poulets demain puissent en vivre parce que ce sont des métiers et parce qu'ils peuvent nous aider dans le cadre de la lutte pour l'autosuffisance par rapport aux moutons, par rapport à beaucoup d'autres animaux qui sont nécessaires au développement de notre pays, à l'agriculture surtout. Nous avons besoin de dames, de chevaux. Et tout ça peut être l'objet d'une étude particulière pour que l'élevage devienne un outil de développement sérieux. Cette agriculture qui systématiquement est nourrie d'intrants, de matériel agricole, de semences, au loré de chaque hivernage, et qui ne s'en sort pas, mérite qu'on s'arrête dessus. Et comment s'y arrêter? C'est de créer le comportement économique chez nos agriculteurs. Il le faut. Ils ne doivent pas être dans cette logique systématique d'assistanat. Nous devons promouvoir la modernisation de l'agriculture d'une autre façon. Renforcer nos sols, c'est vrai. Promouvoir la recherche, c'est vrai. Renforcer surtout la recherche en mettant des fonds innovateurs pour ces sujets-là. Mais oser aller vers des cycles qui peuvent être adaptés au dérèglement climatique actuel, mais renforcer le paysan pour qu'il ne soit plus un paysan et qu'il soit un agriculteur. C'est le Sénégal fragile qui nous intéresse. Le Sénégal fragile, c'est 10 à 12 millions de Sénégalais qui sont dans l'agriculture, c'est vrai, dans la pêche, dans l'élevage, mais qui sont surtout dans plus de 150 métiers de l'artisanat et qui aujourd'hui, malheureusement, sont surtout dans une logique, encore une fois, d'assistanat sans qu'il n'y ait de solutions pertinentes, hardies, pour que demain, l'artisanat soit notre premier input vers une vraie politique industrielle. Mes chers compatriotes, quand vous allez chez un mécanicien, vous avez la présomption que c'est un mécanicien. Chez le mécanicien existe au moins 5 métiers. Il y a le tôlier, il y a celui qui s'occupe du froid, il y a l'électricien, il y a le mécanicien lui-même, il y a le vulcanisateur, au moins. Il est laissé en rade, il est laissé pour compte. Alors que lui exerce une mission de service public parce que l'apprentissage est une mission dévolue à l'État du Sénégal. Si nous voulons renforcer nos métiers artisanaux, tous ceux qui sont dans l'apprentissage de jeunes Sénégalais, l'apprentissage de jeunes Sénégalais, toutes ces personnes, tous ces métiers méritent un regard particulier. Regardons
les importations de notre pays. Vous verrez que nous allons importer cette année au minimum 2400 milliards. Nous importons jusqu'au cure-dent. Nous importons au Sénégal les cure-dents. Ne me dites pas que nos menuisiers ne peuvent pas faire des cure-dents. Ne me dites pas qu'ils ne peuvent pas faire des fauteuils ou ces types de mobilier. Ils en ont les moyens, il leur manque juste les outils. C'est ce que je disais à l'entame de mon propos. Quand vous irez dans beaucoup de fabriques en Turquie ou ailleurs, vous verrez de jeunes menuisiers sénégalais qui sont en train de travailler. Donc si on achetait toutes les unités de fabrique et qu'on les mettait à la disposition des menuisiers du Sénégal, ils allaient produire ici les tables, les chaises et tout ce dont on peut avoir besoin dans le cadre du développement de ce secteur et par conséquent de notre pays, et ainsi fixer les jeunes de notre pays. Il faudrait qu'on dise aux jeunes qu'il est possible de s'en sortir ici, mais qu'on fixe le cap. Ça ne sert à rien d'être dans un discours cosmétique. Il faut qu'on soit le plus pratique possible, parce que si on veut qu'il reste, il faut qu'on le dise que notre Sénégal est possible. J'ai donné juste un exemple chez les mécaniciens. J'aurais pu le faire avec les bijoutiers qui, aujourd'hui, pour certains types de finitions, vont voyager, alors qu'on aurait pu leur trouver les outils pour le faire ici. C'est la même chose chez la confection, sur beaucoup d'autres secteurs. Donc, accompagnons les secteurs producteurs, accompagnons les secteurs socio-économiques qui sont le Sénégal et qui n'ont presque pas de lien avec le Sénégal. Mais tout ça, Inch'Allah, fera l'objet d'un développement le moment venu. Nous en parlerons, mais nous voulons. Certainement, nous irons en campagne parce que vous attendez ma réponse pour ça. Mais ce qui est le plus pertinent quand nous sommes dans un processus comme celui-là, c'est que nous avons 5 ou 6 mois pour parler du Sénégal. Parlons enfin du Sénégal. Arrêtons les insultes. Arrêtons les colibés. Arrêtons les accusations gratuites. Parlons du Sénégal. Que les Sénégalais refusent d'écouter tous ceux qui sont dans les calomnies et les accusations gratuites, qu'ils écoutent, qu'ils nous disent ce qu'ils ont dans le ventre pour leur pays. Qu'est-ce qui nous importe? C'est notre développement socio-économique. Ce n'est pas dire où sommes nos costumes parfaits. Ce qui nous importe, c'est de dire comment nous allons nous en sortir. Nous sommes dans un pays en crise. Il faut accepter de le dire. Nous sommes deux Sénégal face à face. Jadis, vous pouviez avoir des obédiences ou des opinions différentes et cohabiter dans votre demeure. Mais aujourd'hui, c'est compliqué de vivre ça. Les tensions sont à leur extrême. Il nous faut réconcilier le Sénégal. C'est le premier défi auquel nous devons faire face. Nous n'avons pas à prendre nos jeunes comme des chairs à canon ou comme des insulteurs. Nous allons en faire une force vive pour le développement de notre pays. Nous allons refuser que nos jeunes soient instrumentalisés à tout va pour des combats qui ne sont pas les leurs, pour des combats qui ne sont là que pour l'ascension d'hommes et de femmes politiques. Refusons ce débat. Parlons du Sénégal parce que le Sénégal est sinistré. Mesdames et messieurs, notre Sénégal est en danger. N'ayons pas peur de le dire. Par la grâce de Dieu, par l'effort serein du président Macky Sall, je viens d'une région qui s'appelle la Casamance. En 2012, il était impossible à partir de 18 h pour un frère de Ziguinchor de quitter en toute sécurité pour aller à Goudomp ou à Tanaf. Nous avons eu la chance de retrouver cette paix. Nous devons nous battre pour la conserver. Comment? En impulsant une vraie politique de développement pour la Casamance et en même temps en continuant à discuter avec toutes les factions qui sont récalcitrantes à cette dynamique de paix. Louons, il est vrai, tous les efforts qui ont été faits par le président Macky Sall sur cette question-là. Mais nous avons soif de paix en Casamance. Nous avons besoin qu'on nous tende la main pour que cette paix soit perpétuée. Au nom de ça, nous nous battrons pour un Sénégal nouveau. Notre Sénégal est entouré de situations conflictuelles connues de tous et le danger qui nous guette, compte tenu de la misère que nous avons chez les jeunes. En réalité, c'est le djihadisme.